La radio du dimanche de Radio Courtoisie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal des Scouts, dirigé aujourd'hui par Catherine Antéblian, avec l'assistance de Laure Angelis. Diffusé en direct dimanche 12 octobre 2003, de 8h30 à 10h, et en différé lundi 13, de 9h à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Philippe. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82. Bonjour et bienvenue à ce Libre Journal des Scouts. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand routier scout légendaire, un grand témoin de sa foi, et je nomme bien Guy de Larigaudy, mort sur le champ d'honneur en mai 1940. Alors j'ai le plaisir de recevoir Louis-Bernard Coche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien diplômé de l'Université de Liège et collaborateur de l'Académie royale de Belgique pour la nouvelle biographie nationale. Et je note au passage que vous êtes venu de Belgique jusqu'à Radio Courtoisie, jusqu'à 61 boulevard Murat. Alors nous vous en remercions. Vous enseignez l'histoire au centre scolaire Saint-François-Xavier de Verviers. Vous êtes ancien scout et spécialiste de la vie de Guy de Larigaudy. Vous avez écrit une biographie. Vous êtes l'auteur avec Guy de Lehideux et Charles Kiefer d'une bande dessinée qui s'intitule Avec Guy de Larigaudy sur les chemins de l'aventure, paru aux éditions du Triomphe. Et je donnerai à la fin de cette émission les coordonnées des maisons d'édition qui éditent toute l'œuvre de Guy de Larigaudy pour les auditeurs qui s'en passionnent, ou alors pour les auditeurs qui vont, avec tout ce que vous allez leur raconter, se passionner pour Guy de Larigaudy et puis découvrir qui était évidemment ce personnage légendaire. Également avec nous David Thévenon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'association Guy de Larigaudy et vous nous ferez connaître l'action de l'association Guy de Larigaudy, car je crois que c'est intéressant d'avoir en connaissance tout ce qui existe, tout ce qui tourne autour de Guy de Larigaudy. Et je suis assistée de Laure Angelis pendant toute cette émission. Bonjour Laure. Alors, Louis-Bernard Coche, qui est Guy de Larigaudy, ce grand personnage légendaire et cet ancien scout de surcroît? Nous en parlerons aussi évidemment de toute cette personnalité qui a marqué le monde scout. Eh bien, je pense que tout d'abord, il faut mentionner que Guy de Larigaudy est né à Paris. On a souvent en tête l'idée de ce gentilhomme périgourdin, routier devant l'éternel, mais Guy de Larigaudy est bel et bien né à Paris. Et ce que les auditeurs ne savent peut-être pas, c'est que son vrai nom était Guillaume Boulle de Larigaudy, beaucoup mieux connu sous, je dirais, non pas le pseudonyme, mais enfin le raccourci de Guy de Larigaudy. Ainsi donc, Guillaume Boulle de Larigaudy est né à Paris le 18 janvier 1908. Mais il passa son enfance au Géraud, à Saint-Martin de Ribérac en Dordogne, non loin de Mussidan où naquit Madeleine Delbrel. En effet, dès la guerre de 1914, son père étant au front, toute la famille passa toutes les années de la guerre au Géraud, dans le Périgord. Avec sa sœur Marie-Thérèse, que l'on appelait Maïté, son aîné de 2 ans, qui habite actuellement Paris, il va passer... Il était toujours... oui. On peut encore rencontrer, il y a quelques années, j'ai vu le choix. Tout à fait.
est encore en bonne santé. Elle a beaucoup d'admiration pour son frère. Oui, énormément. Quand elle en parle. Ah oui, elle est toujours très émue et de savoir qu'aujourd'hui, Guy de Larigaudy, nous en parlerons tout à l'heure, a un rayonnement mondial. Ah oui. Donc il va être profondément marqué par ces années passées au Périgord, dans la propriété familiale des Géraud. Et pendant l'été, il organise de grands jeux dans la nature environnante. Et ça va profondément le marquer, ce contact avec la nature lors de sa jeunesse. Ça va profondément le marquer. Je pourrais d'ailleurs, à cet égard, vous lire un extrait d'Étoile au grand large, qui est ce livre culte qui a marqué des générations non seulement de scouts, mais de jeunes. Et qui marque encore, d'ailleurs. Et qui parce marque que encore, oui, je sais que c'est encore très vendu. Il est constamment réédité, c'est ça qui est extraordinaire. Oui, c'est un livre très lu, traduit dans de nombreuses langues, y compris en langue arabe, notamment pour le Liban. Oui. Il existe à peu près 8 éditions dans différentes langues. Et dans le monde entier. Dans le monde entier. Donc ça, vous en parlerez évidemment de son rayonnement. Oui. C'est extraordinaire. Et alors cette maison des Géraud l'a profondément marqué, et dans Étoile au grand large, il écrit ceci. C'est une maison de style Louis XIII, en un coin de terre périgourdine. Elle forma ma jeunesse, fut la joie de toutes mes vacances et demeure aujourd'hui, au milieu d'une existence vagabonde, le havre de stabilité et de paix, retrouvé avec amour après chaque voyage. Donc il aimait beaucoup sa propriété, alors il la décrit comme ceci. Ses limites sont précises dans l'espace et dans le temps. Elles se rattachent par ligne directe aux siècles abolis, où le sol allait en décrescendo hiérarchisé, de province en châtellenie, jusqu'à ces domaines minuscules, oubliés comme nids d'oiseaux au fond de leur campagne, mais où palpitait robuste et fier le cœur même de la France. Donc vous voyez ces racines, il les plonge dans le terroir très profond. Je pense que David peut en témoigner également. Eh bien oui, il est ancré dans les Géraud. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Ah oui, bon. Voilà. Alors, on va éviter, pardonnez-moi, il faudrait éviter de toucher trop le micro. Ah pardon, excusez-moi. Voilà. Oui, effectivement, il a toujours été marqué. Il retournait au Géraud, il assistait à la messe de la paroisse de Saint-Martin de Ribérac. C'est là, pendant la guerre, qu'il a fait ses premiers exploits d'enfant. Il a découvert la nature. Il s'est épanoui. Il revenait. C'est là qu'il voyait des chevaux. Il se promenait en voiture. C'était des griseries qu'il retrouvait pas dans la couleur gris, dans le gris de Paris. Il écrit ceci à un ami. J'ai la chance de n'être qu'à 1 kilomètre de l'église. C'est vrai que la propriété des Géraud est séparée de l'église par cette fameuse allée d'Ormeaux, qui existe toujours. Et il écrivait ceci. J'ai la chance de n'être qu'à 1 kilomètre de l'église. Aussi je sers la messe à monsieur le curé et je communie tous les jours. C'est un bonheur dont je remercie le bon Dieu tous les jours. Donc vous voyez, très jeune, il se trempe dans la foi, la pratique religieuse, et ça lui sera d'une grande utilité lorsqu'il devra affronter, nous en parlerons tout à l'heure, les vicissitudes de la vie. Oui, et puis les derniers jours de sa vie, et évidemment, les derniers jours. Dont nous parlerons. Oui, David Thévenon. Pardon, il faut que je rajoute quelque chose sur les Géraud, c'est que effectivement c'était là qu'était le berceau de sa famille, une sorte de havre justement, de calme, par rapport à l'activité de Paris. C'était pour lui le retour à la base. Oui, Bernard Coche. Alors. Oui, cette propriété des Géraud, il va vraiment l'aimer à un point tel que lorsqu'il devra faire une conférence sur la France aux États-Unis, il parlera de cette vieille demeure, de cette vieille maison, de ses racines profondes, du feu dans l'âtre. Enfin, c'est vrai que ça l'a profondément marqué. Ça, c'est vraiment... Alors, nous parlerons évidemment de cette œuvre, parce que ce qui est très beau dans ce que vous lisez, c'est cette manière de décrire les choses. On a vraiment l'impression d'être là, d'être avec lui, lorsqu'il décrit, en tout cas, ses écrits. Alors, pouvons-nous donc un petit peu entrer plus dans cette vie ? David Thévenon. Oui, alors je vais lire un texte, Feu de bois. La cheminée de la maison est vaste.
toute la pierre avec, à hauteur d'homme, son linteau aux moulures Louis XIII et sa hotte montant jusqu'aux solives du plafond. Sur la pierre dure du foyer, prolongée jusque dans la pièce, 2 chaînets montent la garde face au contre-cœur. Une barre de fer torsadée maintient sur les chaînets une grosse souche fendue à la hache. À la veillée, après le repas du soir, il fait bon se chauffer, assis sur des fauteuils ou des tabourets, ou debout, les épaules pesant par jeu sur le linteau, comme une cariatide. Pendant les longues veillées de guerre, ma mère avait coutume de lire à haute voix un roman. Quelques paysannes venaient parfois veiller avec nous. Rarement, ma sœur et moi pouvions assister à la lecture tout entière. Vers 9h, nous devions aller nous coucher. Notre chambre se trouvait à l'autre bout de la maison, mais on laissait les portes entr'ouvertes, au cas où nous appellerions. La grande aventure consistait alors, quand tout le monde nous croyait endormis, à nous lever et en chemise de nuit, rampant comme des sioux. Alors bon, il est allé en Amérique plus tard, hein. Non, il était peut-être allé avant quand il a écrit ça. Sur le sentier de la guerre, à travers la chambre, la salle à manger dallée de pierre, dominée par la haute cheminée et assombrie par les boiseries des placards creusés dans l'épaisseur des murs, le vestibule et le petit salon pour revenir au salon. Bon, on voit, je vais pas finir le texte, oui. On voit que là, effectivement... On retrouve ça, quelle est la référence de En fait, c'est dans le chant du vieux pays. D'accord. Il fait l'éloge aussi de la table familiale avec le père de famille, le fauteuil différent, le verre de vin plus grand que les autres pour le chef de famille. C'est vrai qu'il est, attaché aux traditions. Je dirais pas que c'est une famille, c'est pas du tout une famille autoritaire, mais... j'ai ressenti dans toutes ces... On peut lire dans toutes les lettres qu'il écrit à sa famille dans Le beau jeu de la vie. C'est un livre vraiment intéressant qui retrace toute la vie de Guy. On voit qu'il a un respect pour sa famille énorme. Et sa famille, il fait tout pour rendre ses parents heureux. Et il honore le plus possible son père et sa mère, comme on nous l'a dit, bien sûr. Laure Angélis. Je voulais juste ajouter, ce qui est impressionnant chez Guy, c'est que c'est pour nous un petit peu un modèle d'homme enraciné. Il est de sa terre, il est de sa famille, il est de son pays. Et tout ce qu'il a reçu, il l'aime puissamment. Et ce qui est impressionnant quand on lit Le chant du vieux pays ou alors Le beau jeu de ma vie, c'est par exemple qu'il rappelle qu'en fait il a besoin de se ressourcer en revenant dans sa famille, de se ressourcer au Géraud. Et certaines lettres qui sont touchantes de simplicité parce qu'il ne peut pas venir à Noël par exemple. Et visiblement pour lui c'est quelque chose de pesant, de lourd et c'est un sacrifice. Donc on sent vraiment que cet enracinement le bâtit et que si cet homme a été capable de partir, courir l'aventure comme il l'a tant fait, c'est peut-être justement parce qu'il avait ces assises profondes, ces racines profondes qui lui ont donné de pouvoir déployer toute son énergie et réaliser, comme il dit, tous les rêves qu'il avait enfant. Et ça c'est très beau aussi, que cette enfance lui ait donné des ailes fabuleuses pour partir à l'aventure. Son écriture reste assez merveilleuse. À partir de quel âge il s'est mis à écrire ? Est-ce qu'on le sait? Oui, tout ça, parce que il aimait l'écriture et jeune scout déjà, il s'est mis à rédiger des petites nouvelles, des histoires. Et alors on a l'anecdote, j'ai rencontré à Saint-Martin de Ribérac une dame qui se souvenait dans son enfance avoir été invitée par Guy à s'asseoir au coin du feu pendant qu'il racontait des histoires. Donc avant de les écrire, avant d'écrire ses nouvelles, avant d'écrire des histoires pour les scouts et les louveteaux, il testait les faits réalisés sur son auditoire avec des voisins, avec des habitants Saint-Martin de Ribérac, et une dame se s'en souvenait avec beaucoup d'émotion. De Monsieur Guy, comme on l'appelait là-bas. Ses premières aventures, c'est des lettres qu'on peut écrire, c'est dans Le beau jeu de ma vie. Il raconte volontiers ses aventures dans de longues lettres. C'était escalader un arbre à l'époque. C'était un début. Mais il a fait un peu plus grand quand il était grand. Mais c'était le début de l'aventure qui était en lui. Je voudrais que nous parlions de Guy de Larigaudy et du scoutisme. À partir de quel âge a-t-il commencé? Qu'est-ce que le scoutisme lui a apporté dans sa vie? Oui, ça se fait petit à petit. Disons que en 1919, donc la famille revient à Paris, la guerre est terminée, la situation se normalise quelque peu, et Guy va au collège de Recroix-Saint-Léon. Là-bas, il rencontre d'autres jeunes, puis alors en 23, il va au collège rue de Madrid, où là, il va passer ses baccalauréats. Et en réalité, c'est le 28 octobre 1923 qu'a lieu le premier contact avec le scoutisme.
En réalité, il n'est pas très jeune, il est né en 8, donc il a 15 ans et demi, lorsqu'il fait la connaissance avec le scoutisme. Donc vous voyez, il n'est jamais trop tard pour vivre de belles aventures et, au fond, faire du scoutisme. Là, il entre à la troupe de Saint-Augustin, dans le 12e arrondissement, qui était composée en grande partie d'élèves de la rue de Madrid. Et là, une petite anecdote, je dédicaçais mes ouvrages à Brive-la-Gaillarde il y a 2 ou 3 ans, et je me trouvais à côté de l'abbé Pierre. Et voyant le titre de notre bande dessinée avec Guy de Larigaudy, il était très ému, il m'a dit, vous savez, j'ai été scout avec Guy de Larigaudy à Saint-Augustin, Paris. Et mon propre frère, me disait l'abbé Pierre, était dans la même patrouille que Guy. Et il était très ému donc de se rendre compte que l'on parlait encore avec beaucoup d'enthousiasme de son ami scout. Et lui-même a été touché par... il vous a dit des choses, l'abbé Pierre, justement, oui, sur mais Guy Larigaudy. il était très ému parce que sa mort jeune, nous en parlerons tout à l'heure, à 33 ans, au fond, son rayonnement, sa spiritualité, sa simplicité, oui, il était visiblement très ému en parlant. Oui. Donc... premier contact avec le scoutisme, 15 ans et demi, donc ce n'est pas très tôt. Mais en réalité, lorsqu'il est revenu à Paris, sa santé s'est dégradée. Et il n'a pas pu réaliser tout ce qu'il souhaitait au niveau sportif, au niveau aventure. Beaucoup de fièvre, des fatigues, des grippes, qui l'obligeaient à se coucher dès son retour en classe. Donc il va traverser là-bas toute une période de problèmes de santé. Et il va accepter docilement de longues vacances en chaise longue et qui pour lui sont véritablement un supplice parce que c'est un jeune homme passionné d'aventure, de mouvement et vraiment sa santé est délabrée, il doit partir se reposer à Villard-de-Lans. Enfin, il y a pas mal d'épreuves à ce point de vue-là, mais le scoutisme commence petit à petit à l'imprégner à partir de 15 ans et demi. À 16 ans, le 30 mars 1924, à 16 ans, il prononce sa promesse scout, un grand moment pour lui. Et puis, bon, à ce moment-là, d'autres soucis vont le tarauder, notamment ses études. Hein, parce qu'après les baccalauréats, il va un peu se chercher. Je ne sais pas si Laure veut ajouter quelque chose à ce niveau-là. Alors, c'est surtout une longue période qui commence pour Guy de doute, finalement, et ces doutes dureront très longtemps, pratiquement jusqu'à sa mort, je crois, de chercher sa voie, son chemin, quelle vie veut-il mener. Et c'est vrai que cette image d'un garçon sportif qui doit sacrifier finalement pour sa santé est une image assez dure parce qu'on sent tout ce qu'il retient en lui. Et lorsqu'on lit dans Étoile au grand large, par exemple, des passages où on sent sa fougue à cheval, on sent tous les muscles de l'animal qui vibrent, on sent sa propre passion à lui dans chaque mot, et on se dit, et ce garçon-là a dû passer des semaines et des semaines sur une chaise longue, il a dû sacrifier les jeux avec ses frères scouts à certains moments, même sacrifier ses études. Et finalement, ces maladies, c'était peut-être un petit peu le signal qui le prévenait qu'après, tout ne serait ni rose ni facile dans sa vie, qu'il y aurait aussi, en même temps que ce corps parfois difficile à soigner et à mener, il y aurait aussi une vie intérieure avec des aléas et des difficultés. Guy a ceci de très proche pour nous, c'est que ce n'est pas quelqu'un de simple finalement. C'est quelqu'un qui vit avec toutes les complexités et les doutes de la nature humaine et qui l'a vécu aussi bien dans sa chair que dans son cœur et dans son âme. Donc il en reste très marqué. Par exemple, son passage au séminaire aussi, quand il cherche un petit peu sa voie plus tard, et il doit renoncer parce que ce n'est pas son chemin, et aussi un exemple de tous les doutes et toutes les difficultés qu'il a pu traverser et qui sont vraiment à mettre en parallèle avec sa santé, avec des hauts et des bas. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute du Libre Journal des Scouts de Lumière 101, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Je reçois aujourd'hui Louis-Bernard Coche, historien, David Thévenant, vice-président de l'association Guy de Larigaudy, et nous parlons donc de la vie de Guy de Larigaudy. Juste une phrase qui donne un peu l'idée de sa passion. Nous sommes bridés de toutes parts alors que nous sommes faits pour l'illimité. Et tout dans les mots de Guy reviendra en permanence à cette idée de notre nature humaine limitée avec ses faiblesses et en même temps ses élans puissants qui nous portent au-delà. Donc je crois que c'est vraiment très, très fort. Il vit l'évangile à plein, c'est dans ma puissance se déploie dans ta faiblesse. Tout à fait. Et il accepte ces très belles paroles de l'évangile du Christ. Oui, absolument. Qui répond toujours ma puissance se déploie dans ta faiblesse.
les paroles à Saint Paul, évidemment. Oui, c'est la très vrai, référence. pas seulement au niveau de la santé, mais aussi au niveau de ses études, parce que en juin 32, par exemple, il écrit « La vie n'est décidément pas drôle ». Il ne faut pas penser que Guy de Larigaudy a une vie brillante de bout en bout, faite de joie. Il a eu ses souffrances, il les a assumées. Et notamment, un ami de son père, en cherchant de tous côtés une situation, dit, à un ami de son père, il dit « Je ne peux pas vivre éternellement au crochet de papa ». Son père était directeur d'assurance, il ne pouvait pas l'engager dans son entreprise, c'était déjà un peu la crise économique. Et il dit, notre génération est vraiment sacrifiée à ce point-là. C'est la surabondance partout. On n'avait pas besoin de lui. Il cherchait désespérément à trouver du travail. Et finalement, cette situation, elle est vécue par beaucoup de jeunes aujourd'hui dans notre société. Mais c'est pas laisser décourager. Il dit ceci, je ne serai pas complètement démonétisé, comme maintenant, lorsqu'on me demande ce que j'ai fait, ce que je possède, je peux tout juste dire que j'étais malade. Donc il est très découragé, il ne sait plus que faire, mais il est soutenu par ses parents. Et là, c'est très important, la famille, on en a parlé tout à l'heure, une famille solide où la place du père était bien marquée, bien nette, et c'est vrai que dans notre société qui est en mal de repères et qui cherche aussi une image de père, Guy de Larigaudy a eu la chance d'avoir un père qui remplissait pleinement son rôle de père, avec toute l'autorité, la tendresse, mais aussi la fermeté que ça impliquait, donc une image d'un père, d'un vrai père finalement, et ça l'a aidé aussi. Oui, c'est quand même c'est un personnage équilibré, oui, évidemment, voilà. C'est ce qui va donner toute sa force et certainement aujourd'hui tout son rayonnement. Exactement. David Thévenot. Une citation d'une lettre de Guy à sa mère, de décembre 31, donc 6 mois avant la lettre dont vous parliez, M. Koch, qui complète et qui parlera un peu au scout, parce que il cite Baden-Powell dans cette lettre. Il dit, Baden-Powell dit quelque part que l'homme est une cheville ronde ou carrée, et que pour avoir une belle vie, il faut trouver exactement l'emplacement qui convient à cette cheville. C'est « the right man in the right place ». Bon, il s'intéressait à l'anglais à l'époque. Alors, et après il dit « Je dois être une cheville de forme très, très compliquée. Et c'est pour cela qu'il m'est plus difficile de me caser, mais cela viendra, je le crois, et j'en suis même sûr ». Alors donc il était quand même optimiste. Je ne sais pas, il croyait en son étoile, en quelque part. Voilà, bon, voilà ma citation. Alors je voudrais que nous revenions à toujours à cette vie évidemment de Guy de Larigaudy. Là nous avons parlé de sa jeunesse, de son environnement, de son entourage, de sa famille. Mais maintenant, quel est son parcours? Puisqu'il s'est posé la question aussi de devenir prêtre, il est passé par le séminaire. Alors, oui, effectivement. Quel est ce parcours? Oui, effectivement, il s'est posé des tas de questions quant à son avenir et il s'est posé, je dirais honnêtement, la question de savoir s'il n'était pas appelé au sacerdoce. Et c'est ainsi qu'il va entrer au séminaire d'Issy-les-Moulineaux. En quelle année? Est-ce qu'on peut reciter? Non, ça vous n'a plus. Si, en octobre 26, il entre au grand séminaire d'Issy-les-Moulineaux. Et c'est à ce moment-là qu'il va confier sa vocation, sa vie plus largement, sa vocation au sens large du terme, à la prière d'une carmélite, qui va en fait rester la confidente de son âme jusqu'à sa mort. Et nous lirons tout à l'heure une dernière lettre qu'il a adressée à cette carmélite qu'il a soutenue par la prière, par ses conseils, par ses encouragements, et qu'il a vraiment beaucoup encouragé. Donc il entre au grand séminaire d'Issy-les-Moulineaux, mais en réalité 2 ans après, il doit quitter le séminaire brisé, malade, mais fortifié dans sa foi. En fait, le prêtre qui était son confesseur lui avait déconseillé d'entrer au séminaire en disant ne revêtez pas la soutane tout de suite, je ne pense pas que ça puisse vous convenir, mais enfin bon, allez-y, tentez honnêtement l'expérience, mais ça ne correspondait pas vraiment à sa nature. Il avait trop soif d'aventure, de découverte, de grands espaces, et c'est vrai qu'à cette époque, la vie religieuse, la vie sacerdotale était différente, était moins ouverte probablement sur le monde, bien que les missions ont fait un travail formidable. Mais enfin, la nature de Guy, très exubérante, n'a pas pu s'adapter comme il le fallait aux rigueurs et peut-être à l'austérité aussi du séminaire de l'époque. Mais ce sera. Et puis c'était pas son appel. C'était pas son appel non plus. Profond. Dieu n'attendait pas de lui qu'il le serve de cette manière. Et c'était pas non plus la chaise longue de Villard de Lans.
En fait, à Villard-de-Lans, si quelque chose là s'est révélé à lui, c'est le ski, c'est le danger, voilà, et c'était pas la chaise longue ni le séminaire a priori, même si il disait, même si la bure l'appelait d'une autre manière quand même. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il était malade là dans son hôtel de Villard-de-Lans et puis les médecins lui recommandaient le repos absolu, aucun effort, il fallait manger. Et puis à un moment donné, il en a eu assez. Il s'est dit non, moi je vais suivre ces jeunes qui s'élancent fougueusement sur les pistes de ski. Et alors il s'y est lancé, et puis après il a constaté que l'appétit revenait, que la santé se rétablissait, et que finalement, plutôt que l'immobilité, ce qui lui convenait bien pour restaurer sa santé, c'était au contraire l'effort, le dépassement, y compris le dépassement physique, parce que ça c'est aussi un mot que l'on peut utiliser lorsqu'on parle de Guy de Larigaudy, c'est le dépassement, aller repousser ses limites, dans tous les domaines, dans le domaine physique, dans le domaine spirituel, dans le domaine... des exploits, puis nous parlerons tout à l'heure évidemment du fabuleux Paris-Saigon. Voilà, justement, extraordinaire. Dans cet esprit d'aventure, là, on commence à mieux comprendre pourquoi il est parti après à l'aventure. Oui, ça se dessine petit à petit. Ça se dessine petit à petit dans sa jeunesse. Comment Dieu va parler finalement dans sa vie, même à travers ses épreuves, même à travers d'autres routes. Ce qui est assez extraordinaire, c'est de voir comment un itinéraire peut se faire dans la liberté de l'homme. Dieu laisse une certaine liberté. Et pourtant, la nature est là et qu'il va devenir un grand homme d'aventure. Oui, tout à fait. Et le scoutisme va évidemment l'y aider. En 1933, il écrit ceci. « Je suis allé l'autre jour à une réunion du père Doncoeur. Quel homme extraordinaire! Il nous a expliqué l'évangile de la Samaritaine comme de ma vie je n'ai jamais entendu expliquer un évangile. Il y a vraiment en ce moment, dit-il, dans et par le scoutisme, un renouveau religieux, une manière plus large, plus profonde de voir la vie et la religion qui est vraiment prodigieuse. Je crois de plus en plus que je trouverai là l'aboutissement de cette vocation bizarre, si obscure parfois, et cependant si impérieuse et indéniable, pourtant qui est la mienne. Il faut absolument que je trouve une situation qui me donne ma liberté pécuniaire et qui me laisse assez de temps pour me livrer à l'apostolat dont je rêve. Il faut espérer que d'ici 2 ans, la situation sera trouvée. Donc vous voyez, dans le scoutisme, il trouve de quoi satisfaire sa soif non seulement d'absolu, de dépassement, et ça va vraiment être un pilier de sa vie, et c'est là qu'il va véritablement rayonner dans toute la mesure de sa généreuse personnalité. Et peut-être d'ailleurs, lorsque nous lirons les derniers mots de Guy, nous reviendrons sur cette vocation qu'il a de servir dans le scoutisme et de répondre à ce qui est particulier en lui et qu'il pousse un peu dans tous les sens et ce qui est difficile pour lui de décider. Eh bien, cette vocation va peut-être se trouver dans sa simple vie de routier et dans les derniers mots qu'il adressera à la Carmélite. Donc, suspense à maintenir. Nous le lirons tout à l'heure. Oui, nous allons terminer tout ce très beau parcours et la compréhension de comment il en est arrivé, bien jusqu'à aussi finalement ce chemin d'éternité. Ce sont tous ces points qui vont le mener à cela. Oui, tout à fait. Bernard Koch. Donc, en 1934, Guy va être choisi pour représenter la France au Grand Jamboree de Frankston en Australie. Et alors là, pour lui, c'est formidable. Il va ramener beaucoup d'écrits, il va ramener de magnifiques photographies, et ce sera publié sous le titre de 20 scouts autour du monde. Et là, donc ce voyage qui dure de novembre 1934 à mars 1935 va le conduire aux antipodes dans ce continent australien. Et là, je pense que l'on peut aborder un aspect très important et peut-être un peu méconnu de la vie et du rayonnement de Guy de Larigaudy. C'est cet aspect d'ambassadeur de la civilisation et de la culture française dans le monde. Et là, je crois que c'est très important. Il était fier d'être français, il croyait en les qualités de la France, il défendait la France à l'étranger, et ça, je crois que c'est très important. Il se considérait véritablement comme un ambassadeur, un porte-parole de cette belle civilisation française. Et il va le manifester non seulement lors de ce jamboree où il va mettre au point avec les scouts des spectacles qui reprennent des vieilles chansons françaises. Les régions françaises. Les régions françaises, tout à fait. Et il sera toujours très bien accueilli, très bien apprécié,
partout où il est passé, dans tous les pays où il va passer. Ah, tout à fait. Aux États-Unis, par exemple, on l'invite dans les universités américaines pour donner des conférences sur la France. Sur la famille française, voilà. Le fonctionnement de la France pour les Américains. Et puis il appelle ça lui-même de la propagande française. Bon voilà, il vend son pays, il croit en son pays. Ouais. Et ça aussi, c'est un bel exemple, je crois, pour aujourd'hui. Avoir un jeune homme fier de son pays qui porte la bannière de la France partout dans le monde, partout où il va, je crois que c'est vraiment un aspect de la vie de Guy de Larigaudy qui est également à mettre en évidence aujourd'hui. Alors, il va rencontrer Baden-Powell et il va être très marqué par cette rencontre avec ce grand chef scout du monde. Et fondateur, évidemment, du scoutisme. Tout à fait, fondateur du scoutisme en 1907. En réalité, l'implantation du scoutisme en France et en Europe ne s'est pas faite toute seule parce que les patronages existaient et les curés dans leur paroisse avaient sous leur autour d'eux des patronages dont ils pouvaient parfaitement contrôler le déroulement et qu'ils pouvaient diriger à leur guise. L'invention du scoutisme en Angleterre va susciter beaucoup de méfiance en France pour deux raisons. D'abord parce que c'était anglais, première raison. Et puis deuxième raison, parce que Baden-Powell n'était pas catholique et on se demandait comment pouvait-on adapter cette pédagogie. Elle convenait certes bien pour de jeunes Anglais, mais enfin en France, ce n'était pas tout à fait l'idéal. Et il faudra l'intervention de personnalités comme le chanoine Cornette, comme le père Sevin, surtout, qui va vraiment adapter cette pédagogie scout anglaise à la mentalité française, en y incluant tout un aspect chevaleresque, tout un aspect de dépassement de soi dans l'idéal des grands chevaliers. Et là, Guy de Larigaudy va tout à fait adhérer à cet idéal de scoutisme français. Un scoutisme catholique, et là nous en parlerons largement parce que ça va véritablement l'imprégner, et un scoutisme français, différent, avec ses spécificités. Avec les mentalités francophones. Tout à fait. Et puis avec des petits moyens pratiques qui me rappellent des souvenirs d'enfance, c'est-à-dire que le père Sevin avait eu pour particularité d'écrire énormément de chansons, mais de reprendre surtout des thèmes musicaux de chansons populaires sur lesquels il adaptait des paroles scouts. Et il y en a une très amusante où, j'allais dire, le français moyen critique justement le scoutisme en disant mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là, ils portent des culottes longues comme les Anglais, il n'y a plus de bretelles, les marchands vont à la ruine, etc. Et toute la chanson est assez amusante et satirique. Et à la fin, il conclut en France, il ne faut plus avoir que des filles, comme ça on éliminera le scoutisme, mais ce n'est pas sûr parce que les filles s'y mettent aussi. Voilà. Mais il a eu l'avantage, je pense, de prendre des moyens tout simples. Le père Sevin a écrit beaucoup de poésie, a écrit des chansons, enfin, a adapté beaucoup de choses et a donné une culture scout française et catholique qui n'existait peut-être pas exactement comme ça. Et je pense que Guy, dans cette lignée, avec son propre talent justement d'écrivain, qui s'est révélé au fur et à mesure, a pu s'appuyer aussi sur cette culture scout qui lui a donné un petit peu des ailes dans ce domaine-là aussi. Nous verrons d'ailleurs après ce que l'héritage que peut laisser aujourd'hui la nouvelle génération Guy de Larigaudy. Je voudrais que nous avancions vraiment dans son parcours, parce que je crois que c'est important pour mieux comprendre son œuvre. Oui, nous avons parlé... Et son héritage, évidemment, pour ensuite parler de tout cet héritage qui aujourd'hui est mondial et qui fait que dans toute la mentalité de notre monde, bien, il est toujours actuel. Oui, absolument. Nous avons parlé de son grand voyage donc autour du monde, en Australie, cette rencontre avec Baden-Powell, mais un an auparavant, il avait publié dans Scout de France un premier roman. Il s'est dit que s'il ne pouvait pas gagner sa vie dans l'assurance ou dans une autre activité, je dirais plus traditionnelle, il rêvait d'être un écrivain. Et c'est ce qu'il est devenu d'ailleurs. On a une fiche de lui où, comme profession, il a inscrit écrivain. Voilà. Alors, dans Scout de France, donc, il publie premier roman qui s'appelle Hugues, qui est en fait l'anagramme de Guy, Hugues. Et il écrivait ceci: j'ai déjà dans la tête une idée pour un autre roman, et surtout une idée de nouvelles illustrées de façon très originale, que je travaillerai pendant les grandes vacances. Je les ferai illustrer par Pierre Joubert. Voilà encore une grande figure du scoutisme qui a illustré ces merveilleuses collections signes de piste. Sur le siècle, enfin je sais pas, on en parlait déjà à l'époque de Guy de Larigaudy.
Oui, Pierre Joubert est un très grand illustrateur et Guy était ravi de pouvoir travailler avec lui. Et Hugues va paraître, elle commence dans Scout de France, et puis il écrit à un ami, tu ne peux pas te figurer quelle joie c'est pour moi d'avoir Pierre Joubert comme illustrateur. Il a vraiment un crayon remarquable et qui met si bien le texte en valeur. Donc son premier roman, Hugues, va être publié chez De Gigord, et en réalité, c'est le début d'une vie littéraire pour Guy de Larigaudy, et de son activité littéraire, nous gardons aujourd'hui des traces, puisqu'il faut savoir que ces ouvrages sont présents dans les bibliothèques des universités américaines. Lorsque vous consultez sur Internet le catalogue de l'université de Chicago ou de San Francisco, vous voyez Larigaudy, les ouvrages de Guy de Larigaudy en français et en anglais. Les éditions anglaises sont là-bas. Il faut savoir également que des émissions au Canada, au Québec, sur Guy de Larigaudy sont menées courantes. Ah bon? Ah oui. Sa mémoire est restée, son souvenir est resté très très vivant là-bas. Donc nous continuons un petit peu après ce voyage autour du monde. Guy va poursuivre ses activités et notamment il va s'intéresser, et là c'est aussi un trait de son caractère qu'il faut mettre en évidence, il ne va pas rester cantonné à un certain milieu. Il va s'intéresser aux enfants de tout milieu. Et ça, c'est aussi une des richesses du scoutisme, c'est de ne pas vivre dans un cocon. Le scout est le frère de tout scout. Il ne s'agit pas de vivre en vase clos dans une espèce d'unanimité sociale, dans une espèce de ghetto social. Guy de Larigaudy va s'ouvrir à des jeunes et il va les emmener notamment à la campagne. Il va faire du scoutisme avec des jeunes de banlieues défavorisées et il va les emmener à la campagne, découvrir non seulement la nature pour fortifier leur santé au grand air, mais également découvrir les valeurs du scoutisme, cette fraternité. Et puis la mettre en pratique. Ce qui est extraordinaire, dans ce qu'on vous entend, c'est qu'ils mettent tout en pratique. C'est-à-dire que la loi scout n'est pas seulement, ce n'est pas une loi qu'on signe, vous savez, comme aujourd'hui. C'est vrai qu'on a beaucoup de paroles, mais les mettre en pratique, c'est deux choses différentes. Oui, alors lui, donc ça lui tient vraiment à cœur, c'est de mettre en pratique chaque mot de cette loi a son importance. Laure. En passant à Saint-Martin-de-Ribérac, en discutant avec des personnes qui l'ont connu là-bas, ils me racontaient combien c'était simple avec Guy, parce qu'ils étaient du fin fond de leur petit village, mais Guy revenait de ses aventures et tout le monde allait le voir. Et il accueillait les enfants du village et on regardait les photos et il racontait ses histoires et tout le monde avait accès à lui. Et il n'y avait pas du tout... Monsieur Guy n'était pas inaccessible, il était là pour tous et il trouvait normal que tous les petits garçons alentour puissent profiter de ses aventures, de ses idées de grands jeux. Et les hommes d'aujourd'hui qui m'ont parlé, qui sont quand même assez âgés maintenant, eh bien on reste profondément émus et de cette simplicité d'abord, de cette fraternité qui existait réellement. Guy est de retour, on va voir les photos, Guy est de retour, on va écouter ses aventures fabuleuses. Donc c'était vraiment une proximité d'âme avec les gens qui était très, très puissante. Aujourd'hui encore, 70 ans après, ils en sont toujours très marqués. Et ils en parlent avec beaucoup de joie. C'était Monsieur Guy à Saint-Martin-de-Ribérac. Bon, c'était une figure. Faut dire que la famille Boulle de Larigaudy habitait la gentilhommière de Saint-Martin-de-Ribérac. Bon, c'était la famille notable de Saint-Martin et c'était une figure dans son village. Et bon, malgré ce statut social un peu supérieur, entre guillemets, bon, il était ouvert, il avait toujours un mot pour les voisins, etc., bien sûr. Bernard Koch. Oui, donc encore un élément donc de son caractère, il est très marqué parce que Baden-Powell dit lors de la clôture du Djemboré, il parle du boomerang, et Baden-Powell dit ceci: le boomerang est une arme étonnante qui, lorsqu'on la lance de loin, va jusqu'au but qui lui est fixé, puis revient avec une force accrue vers celui qui la manie. L'amitié, dit-il, est semblable au boomerang. Lancez-la autour de vous et elle vous reviendra plus forte, plus vivace. Et je pense que Guy de Larigaudy, tout au long de sa vie, va mettre en pratique ces paroles de Baden-Powell, et l'amitié va vraiment semer, l'amitié va entretenir des rapports amicaux avec tout le monde. Et lorsqu'il revient, donc il va d'abord faire une petite excursion en Nouvelle-Calédonie. Il navigue sur un rafio sur lequel il y a des bagnards.
et s'intéresse à ces bagnards. Et il dit ceci, il y a même d'anciens bagnards qui racontent des histoires qui valent vraiment la peine d'être entendues. Et là, donc, il porte sur chaque homme, sur chaque être humain, un regard positif, un regard d'amour finalement, un regard qui fait grandir, un peu comme le Christ, qui nous invite à porter aussi sur notre prochain un regard d'amour, un regard qui fait grandir. Et ça, c'est une constante dans la vie de Guy, vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis des humbles, vis-à-vis de ceux qui n'ont pas sa chance, vis-à-vis de bagnards, vis-à-vis de peuples colonisés à l'époque qui n'étaient pas toujours bien considérés. Lui avait aussi ce regard positif. Il va s'indigner de la façon dont certaines personnes traitent les indigènes en Afrique ou dans les îles. Donc il avait vraiment un regard de respect, de profond respect, un regard d'amour. Là, une petite anecdote, il va assister à la messe dans une petite chapelle de Nouvelle-Calédonie, et là, il rencontre un père français qui est tout heureux de revoir des Français. Il dit, ça fait 52 ans que je n'ai pas revu la France, et il fait chanter à ses petits-enfants du catéchisme de vieilles chansons françaises, et qui est très, très ému d'entendre ces petits Calédoniens chanter en français, et de voir ce père qui, depuis de nombreuses années, depuis 52 ans, n'avait plus revu la France. Et puis, il passe à Tahiti, et alors il est vraiment frappé. Il dit, demain nous serons en route pour la France, loin de ce printemps éternel, de ces fleurs, de ces danses, de cette insouciance. Mais il dit, ce n'est qu'un au revoir, effectivement, il reviendra à Tahiti. Puis voilà, en 1935, au Géraud, et il dit ceci, qu'il est doux de se retrouver ici, sur le sol du vieux pays. La rédaction de mon ouvrage avance favorablement, il continue à écrire. Puis en 1935, il sera en pèlerinage à Lourdes, avec le Père Doncoeur. Là aussi, Guy avait une spiritualité mariale. Il priait beaucoup la Vierge. D'ailleurs, au Géraud, dans sa chambre, il y a une petite statue de Notre-Dame des Éclaireurs. Et voilà, de la Vierge, qui est un peu le symbole des Géraud, hein, quand on en parle aujourd'hui. Il était marqué par ce retour à la religion, la famille. Tout était lié pour lui, hein, je crois. Ça faisait une seule chose, un seul tableau, un seul vêtement, entre guillemets. Pour lui, c'était son environnement. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute du Libre Journal des Scouts de Lumière 101 à la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Je reçois aujourd'hui Narcoche, historien, et David Thévenon, vice-président de l'association Guy de Larigaudy. Je rappelle la bande dessinée qui a été éditée avec Guy de Larigaudy, parue aux éditions du Triomphe, et écrit avec Guy Lehideux et Louis-Bernard Coche. Et également, je rappellerai à la fin de l'émission, évidemment, les téléphones de ces maisons d'édition pour les auditeurs qui désireront se procurer tous les ouvrages de Guy de Larigaudy. Oui, Bernard Coche. Bien, nous continuons un peu la biographie de Guy après une halte bénéfique au Géraud en mars 1935, un pèlerinage à Lourdes. Le voici de nouveau en route, et là, c'est pour les États-Unis. Il a la grande chance de s'embarquer à bord du fabuleux paquebot, là aussi, belle carte de visite du savoir-faire et de la distinction française, de Normandie. Il avait un billet de 3e classe, évidemment, parce qu'il voyageait simplement, il ne disposait pas d'un budget illimité. Mais une grande chance, il rencontre sur le bateau un de ses amis qui travaille et qui lui signale qu'une cabine de 1re classe est vide, et il l'invite à prendre part à cette vie de 1re classe. Évidemment, il en est ravi, l'occasion se présente, voilà. Il aimait les belles et les bonnes choses, voilà, tout en vivant simplement, mais il savait apprécier les belles choses, et alors pour lui c'est un enchantement de voyager sur le Normandie. Et le 19 août, il arrive à New York, et là il est très impressionné. Il dit, c'est étonnant, c'est farouche, c'est inhumain. Et alors il se met à réfléchir et il se dit, l'homme porte en soi sa propre félicité ou son propre malheur. Il est heureux par la valeur de son âme.